Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que tu peux devenir millionnaire, quels sont les facteurs clés de succès. Alors c'est pas une vidéo genre je vais te donner des trucs et des astuces, non, c'est quelque chose qui va se baser sur une étude, notamment qui a été publiée par l'INSEE. Qui va nous apprendre pas mal de choses en fait sur les millionnaires en France. Donc ça va te donner grosso modo le contenu de cette vidéo, ça va être pouvoir te situer, te comparer par rapport aux autres patrimoines en France. Est-ce que tu es plutôt riche, pas riche? Enfin, voilà, ça va te donner, je vais te montrer l'échelle avec les patrimoines bruts et nets. On va regarder ce qui marche en France, d'accord. On va regarder les 10% les plus riches des ménages français, quel patrimoine ils ont, de quoi c'est composé, ça va te permettre de comprendre ce qui marche. On va voir qu'il y a un facteur clé de succès qui est extrêmement important et c'est sûrement pas auquel tu penses naturellement. Moi, je l'avais pas vu quoi. On va voir quels sont les métiers qui mènent à un patrimoine confortable. Ça va nous permettre aussi de nous aider à avoir une réflexion pour pouvoir construire ce qu'on appelle une allocation d'actifs, c'est combien j'investis dans l'immobilier, combien je mets dans les produits financiers, combien je mets dans mon patrimoine professionnel. Je vais te montrer une méthode en 5-6 étapes pour te permettre de pouvoir construire ton allocation d'actifs et répartir correctement tes investissements, puisque on le connaît, hein, les patrimoines les plus riches français, donc on va s'inspirer de ça pour voir vers quoi il faut tendre. Et puis je te montrerai aussi une méthode qu'on appelle la méthode DCA, qui est une des méthodes que j'applique dans la gestion de mon patrimoine et de mon allocation d'actifs. Alors, cette vidéo fait partie d'une série en fait de 3-4 vidéos qui ont bien marché, que j'ai publié à la rentrée là, de septembre 2023, donc je t'invite à les regarder. Puisque j'ai dévoilé mon plan d'investissement 2024 avec c'est notamment ce qui a inspiré cette vidéo là, puisque j'ai montré mon allocation d'actifs, c'est-à-dire comment j'avais réparti en fait mon allocation d'actifs, et puis avec le retour dans l'inflation, qu'est-ce que ça avait changé, comment ma vision du marché et des allocations d'actifs. Comme c'est une vidéo qui a très bien marché, c'est celle-là qui a inspiré notamment la deuxième, savoir quels investissements je préconise dans les années à venir, 2024-2025, par rapport au retour de l'inflation, d'accord. Donc ça c'est dans cette vidéo qui s'affiche, et puis forcément ça inspire aussi cette troisième vidéo de la série. Alors, est-ce que tu es riche par rapport aux autres Français? Eh bien, l'INSEE a publié en fait le patrimoine brut et net depuis 2018. Alors, ça date un peu, mais l'étude est en train d'être faite là en 2023, donc j'espère qu'on aura une prochaine étude que je pourrais te commenter en 2024, ça serait super sympa. En attendant, il n'y a rien de plus récent, donc l'étude ça s'appelle histoire de vie et patrimoine, d'accord. Donc si tu tapes ça sur ton moteur de recherche préféré, tu vas retrouver ça. Alors, qu'est-ce que ça nous montre cette chose-là, qui est pas forcément très lisible comme ça. En fait, ils ont divisé les Français, les ménages français, en 10 parts, d'accord. La part, ce qu'il y a de plus à gauche, là, c'est la part les moins riches. Ce qu'il y a de plus à droite, ce sont les plus riches, d'accord. Donc, on fait partie des 10% des moins riches quand on a un patrimoine compris entre 0 et 2600 euros. D'accord, donc là, on sent vraiment que c'est la galère, il y a peu ou pas de patrimoine, d'accord. Et puis ensuite, on progresse et on s'arrête plus vers la droite. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une frontière, en fait. Pour faire partie des 10% les plus riches en France, il faut avoir un patrimoine net de dettes, d'accord. Donc c'est la valeur du patrimoine moins les dettes professionnelles, les dettes immobilières, les dettes de crédit de la voiture, etc., qui est égal à 550 000 euros. D'accord, ça c'est la frontière pour passer dans le patrimoine des 10% les plus riches. Moi, cette frontière-là, je me souviens, je l'ai fêtée avec ma banquière, alors je sais plus quand, c'était il y a 4-5 ans. Je lui avais amené, on avait rendez-vous à 14h pour un dossier de prêt, et je lui avais amené des pâtisseries, elle avait été chercher des cafés, on avait fêté ça, parce que c'est elle qui m'a aidé à franchir cette frontière-là. Donc, ce qui fait que si tu es en dessous ou au-dessus, tu peux voir en fait à quel niveau de pourcentage tu peux être grâce aux chiffres que je te montre là. Les chiffres en rouge, donc c'est le patrimoine brut, d'accord, et le chiffre en bleu, c'est le patrimoine net. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a pas beaucoup de différence en fait entre le brut et le net. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le 8e décile, 392 000 euros brut et 348 000 euros net, d'accord. Ça fait que 50 000 euros de crédit au final. Donc je trouve que c'est pas énorme quoi, comparé à la valeur du patrimoine. Je sais que moi j'ai beaucoup de crédit quoi. C'est-à-dire que j'ai un écart en fait qui est quasiment du double quoi. C'est-à-dire que j'ai un patrimoine brut qui est affiché, qui dépasse le million d'euros, et j'ai un patrimoine net qui est 2 fois inférieur parce que j'ai beaucoup de crédit à rembourser. Donc voilà, je m'interroge là-dessus, mais j'ai pas forcément d'explication à te fournir.
Donc voilà, pour ça, ça doit te permettre de te situer, bah, est-ce que je fais partie des 10% les plus riches, des 20% les plus riches, 30% les plus riches, tu as tous les chiffres ici. Donc à partir de cette base-là, on va regarder quel est le facteur clé de succès dont je te parle. Mais franchement, je suis pas tombé de ma chaise, mais enfin, ça m'a vraiment fait bizarre. Parce que quand j'ai regardé cette étude-là, je me suis dit, bah tiens, le facteur clé de succès, c'est pas celui auquel on pense. Et en fait, c'est quoi? C'est l'âge. C'est-à-dire que si tu as moins de 30 ans, ou comme moi j'ai 38 ans, d'accord, donc je fais partie déjà des 10% les plus riches, mais euh, en fait, je fais partie d'une minorité. Parce que en dessous de 40 ans, en dessous de 39, voilà, on n'est que 10% des ménages qui font partie des 10% les plus riches. Donc en fait, c'est vraiment, enfin, voilà, je fais partie des minorités. Et donc le facteur clé succès, bah, en fait, c'est l'âge, quoi, parce que tu te rends compte que bah, plus tu avances dans l'âge, et plus bah, les ménages sont aisés. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bah, c'est que, bon, forcément, tu pars dans la vie, à moins que tu sois fortuné et que tu aies hérité d'une fortune, bah, tu vas construire ça au fur et à mesure. Et donc le temps joue avec toi, et joue favorablement, à condition effectivement que tu investisses aujourd'hui pour en profiter plus tard. Donc il y a un moment, il y a un effet de temps qui est extrêmement important, donc plus tu commences jeune, et plus tu as des chances d'y arriver. Donc il faut vraiment voilà, jouer avec le temps, laisser le temps faire, mais ça veut dire que pendant ce temps-là, on fait pas rien, quoi. C'est-à-dire qu'on quand même, on investit. Qu'est-ce qui a mené les gens à avoir autant de patrimoine? Eh bien, on va regarder les métiers, puisque bah, forcément, le patrimoine, c'est quoi? C'est un stock, mais il y a des flux. Il faut bien qu'il y ait de l'argent qui rentre dans le patrimoine pour que le stock grossisse. C'est comme, je sais pas, un barrage. Si le barrage, il n'y a pas des rivières, des sources qui l'alimentent, bah, le barrage, il monte jamais en eau, quoi. Il reste toujours vide. Donc, il y a un moment, il faut effectivement des flux financiers qu'on appelle des revenus. Alors, ça peut être des revenus issus du travail, mais aussi bah, des investissements financiers, des investissements immobiliers. Donc quel métier choisir si tu veux faire partie des 10% les plus riches? Eh bien, retraité. À 39%, les 10% les plus riches sont retraités. Alors, c'est une petite blague que je te fais, parce que on a vu dans la diapo d'avant que le facteur clé de succès, c'était l'âge, hein, puisque bah, effectivement, à partir de 60 ans, 60 et 70 ans et plus, eh bien, on a quand même 46% des ménages les plus riches, d'accord? Donc forcément, on se retrouve ici, c'est assez logique, d'accord? Donc non, ce qu'il faut bien lire, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que les catégories qui sont surreprésentés, ce sont les retraités, parce que à cause de l'âge ou grâce à l'âge, et après on a tout ce qui est artisan, commerçant, chef d'entreprise, profession libérale et cadre. Donc ça veut dire que ce sont quand même des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont eu une activité professionnelle qui fonctionnait bien, donc des hauts revenus, des gros flux qui sont venus alimenter le stock, c'est-à-dire le patrimoine. Ensuite, de quoi il est composé ce patrimoine? L'étude nous le dit aussi, donc ça c'était vachement intéressant. On a le patrimoine, on comparera après avec le patrimoine moyen des Français, mais ce que je veux juste te dire, c'est que là, on a dans les 10% les plus riches, ils ont encore divisé en 10, d'accord? Donc ce qu'il y a en haut, c'est les 10% les plus riches, en dessous, c'est les 9%, 8%, et tout en bas, on a les 1% les plus riches, d'accord? Si on s'intéresse à ça, on voit que dans la part de financier, en fait, elle a tendance à augmenter au fur et à mesure qu'on se rapproche des 1% les plus riches, d'accord? On passe de 16, 18% à 34% pour les ménages, les 1% les plus riches. A l'inverse, l'immobilier, c'est complètement différent, c'est-à-dire que eh ben, ça diminue. D'accord, on passe de 70, ensuite à 60, à 50%, 30% pour les 1% les plus riches, d'accord? Donc on voit qu'il y a quasiment, pour les 1% les plus riches, autant d'immobilier que de financier. Et le professionnel, c'est comme le financier, ça augmente, la valeur des actifs professionnels augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche des 1%, les ménages les plus riches, d'accord? Donc on voit bien que bah, l'immobilier, c'est bien, mais que bah, dans les plus riches, eh bien, on a une part d'immobilier qui est un petit peu plus restreinte, et on a voilà, plus un équilibre en fait, c'est-à-dire qu'on a une allocation de l'actif qui s'équilibre avec la fortune. Et donc si on reprend les moyennes hein, sur les 10% les plus riches, on voit que l'immobilier c'est quand même la part prépondérante, à moitié du patrimoine, mais que bah, le financier et le professionnel ont leur place. D'accord? Et des places pas négligeables, puisque un cinquième pour le professionnel, un quart pour le financier. Donc on voit bien que, en fait, les ménages les plus riches ont une allocation d'actifs qui s'équilibre.
D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas, je fais 100% d'immobilier, j'ai misé 100% sur ma boîte ou j'ai fait 100% d'investissement financier. Non. Là, quand on regarde les moyennes, clairement, c'est pas ça qui nous est indiqué. Imprudence et mère de sûreté, c'est un petit peu comme si si tu mets tous tes œufs dans le même panier, et si il y a une crise qui arrive et que ton panier il est très sujet en fait à mal réagir par rapport au type de crise qui se présente, là on peut parler de crise inflationniste par exemple, et bien forcément ça va vraiment être compliqué quoi. Donc il y a un moment, il faut avoir différents investissements pour pouvoir équilibrer ça. Alors si on compare là ce que je viens de te dire, c'est-à-dire les 1%, les ménages les mieux lotis par rapport à l'ensemble des ménages, eh bien on voit que la part du patrimoine immobilier dans l'ensemble du ménage est quand même assez importante, quasiment 2 tiers, alors qu'elle représente plus que 1 tiers dans les ménages les mieux dotés en France. Le patrimoine professionnel, lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus important dans les ménages les mieux dotés, on l'a vu, hein, puisque ça rentre dans par rapport à la catégorie socio-professionnelle, où il doit sans doute avoir beaucoup de chefs d'entreprise, d'artisans, ou de professions libérales qui valorisent forcément leur activité, où ils peuvent, quand ils vont à la retraite, vendre leur activité, et donc forcément cette marge, cet afflux d'argent, et c'est encore du stock qui vient, des flux, un flux financier qui vient grossir le patrimoine. Et puis le patrimoine financier est aussi beaucoup plus important, c'est-à-dire que voilà, on a une part quand même qui est à 27% dans le patrimoine les mieux dotés. Donc par rapport à ça, et la vidéo que j'ai publiée sur mon plan d'investissement 2024, donc la leçon, hein, c'est de diversifier, ça je viens de le dire. Je me suis comparé, c'est-à-dire que moi j'avais publié en fait mon allocation d'actifs, voilà, qui est celle qui apparaît à gauche par rapport à celle des 1% les mieux dotés. Alors moi j'y suis pas, hein, dans les 1% les mieux dotés, je t'ai dit que j'avais passé je faisais partie des 10%, mais peut-être qu'à terme j'y arriverai, parce que le temps jouant avec moi, il n'y a pas de raison en fait que, bon an mal an, avec tous les investissements que je fais, je n'y arrive pas. Mais c'est pas forcément mon objectif, mais voilà, en tout cas, j'ai regardé et j'ai comparé. Si on regarde ce qui se passe, c'est que mon patrimoine financier, d'accord, l'épargne, les obligations, les actions, ça représente à peu près, voilà, on est à 25%. Donc on est pas mal par rapport au patrimoine financier. Par contre, j'ai énormément d'immobilier, d'accord, c'est-à-dire que j'ai le bleu foncé, c'est ma résidence principale, qui représente quand même 35% de mon patrimoine, net de dette, hein, d'accord, et j'ai l'immobilier de type garage investissement, qui est en bleu clair, en bas, qui représente 40%. Donc, énormément d'immobilier, par rapport à ce qu'on peut voir dans les 1% les mieux dotés, où moi j'ai quasiment pas de patrimoine professionnel, puisque vendre mon site internet, ça vaudrait quelques dizaines de milliers d'euros, guère plus, donc par rapport à la masse de mon patrimoine, c'est pas significatif. Mais on peut dire par contre que si on prend ça sous la lorgnette que mes investissements dans le garage, c'est vraiment un métier, et que c'est mon patrimoine professionnel, dans ce cas-là, mon allocation d'actifs, elle est conforme en fait aux ménages les mieux dotés en France, puisque si tu remplaces l'immobilier en vert, en bleu au fond, en bas à 39%, et que tu dis que autant de lots de garage, 250 et plus, c'est du professionnel, ce serait logique, et on peut voir que mon allocation personnelle, elle n'est pas si déconnante que ça par rapport aux ménages les plus riches en France. Alors, on voit bien que pour devenir millionnaire, donc il faut faire partie des ménages les plus riches, hein, et pas seulement des 10% les plus riches, parce que les 10% les plus riches en France, c'est 550 000 euros de patrimoine net, hein, donc quand on est millionnaire, on fait partie, on va aller regarder, tac, alors les millionnaires, on fait partie entre je dirais moi, les 2-3% les plus riches en France, d'accord, si on veut être millionnaire, parce que les 5% les plus riches, le patrimoine net, il est à un peu moins de 800 000 euros. Donc forcément, peut-être les 3-4% les plus riches, ils ont 1 million de patrimoine net ou plus. Alors, ce qu'on voit, les leçons qu'on peut tirer, si tu veux faire partie des ménages les plus riches en France, les 10, 5, 3% des plus riches, eh bien c'est qu'il faut alimenter ton patrimoine avec des revenus professionnels, d'accord? Donc il faut effectivement à un moment avoir des flux qui viennent alimenter le stock de ton patrimoine. Ça peut être des flux d'immobilier, ça peut être du travail, divers investissements. Leçon très très importante, hein, et moi c'est un petit peu
j'allais dire le game changer, donc en anglais, mais voilà, c'est le facteur clé de succès, c'est-à-dire que si tu investis maintenant pour plus tard et que tu profites du temps, d'accord, que tu es patient et que tu mets en place les choses pour que, bah, effectivement, il y ait des revenus et du flux et du stock qui se crée, et ben, tu as juste après à attendre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut mettre les choses en place le plus tôt possible et après, il faut être patient, c'est-à-dire que, bah, effectivement, un lot de garage, quand tu prends un emprunt sur 15-20 ans, bah, tu vois pas tout de suite que tu t'enrichis parce que quand tu as ton emprunt, tu donnes l'argent à la banque et bah, tu peux pas y toucher, quoi. C'est-à-dire que tu sais que tu t'enrichis parce que tu rembourses un prêt et que si jamais tu revends l'autre garage, et bah, t'auras pas, quand tu auras fini de rembourser ton prêt, tout l'argent sera pour toi. Mais comme c'est illiquide et que ça apparaît pas sur tes comptes, bah, t'as pas forcément l'impression de t'enrichir. Mais dans le cas, dans le temps, moi je sais que bah, voilà, je sais que chaque mois qui passe, boum, j'ai remboursé plusieurs milliers d'euros de capital à ma banque et donc je sais que j'ai épargné et que mon patrimoine s'est apprécié de X milliers d'euros tous les mois parce que j'ai des emprunts en cours que je rembourse. Il faut aussi voilà, choisir et piloter ton allocation d'actifs. Je pense pas que les gens qui arrivent dans les ménages les mieux dotés en France, bon, ils y soient arrivés par hasard, quoi. Ça, j'y crois pas trop. Je vois bien que il y a quand même une tendance, même si ce sont que des moyennes et une étude, que bah, en fait les patrimoines les plus riches, contrairement à l'ensemble des ménages, ils ont moins d'immobilier, ils ont plus d'actifs financiers, ils ont plus d'actifs professionnels et que ces choses-là sont plus équilibrées. D'accord, on n'a pas un déséquilibre de, je sais pas moi, 90% d'immobilier, 20% de financier et 0% de professionnel. Alors il y a des ménages pour lesquels ça doit être ça, mais grosso modo, voilà, on a quand même une diversité, une allocation d'actifs donc qui est réfléchie. Donc comment est-ce qu'on fait une allocation d'actifs? D'accord. Donc déjà, il faut savoir, est-ce que tu en as une? Est-ce que, alors tu peux en avoir une, c'est-à-dire que tu peux avoir de l'existant, c'est-à-dire que tu prends un petit tableur Excel, tu rentres tes chiffres de ton patrimoine et puis tu vas voir ton allocation d'actifs actuelle. Mais est-ce que tu as un objectif d'allocation d'actifs? Est-ce que tu as une cible? Est-ce que tu te dis, bah voilà, alors ce que Julien m'a présenté, avec les ménages les plus riches, tac tac, je vais reprendre ça, et puis on y va. Je suis pas sûr que ça suffise, hein. Moi, je te donne une photo à l'instant T, mais derrière, il y a tout un mécanisme dont on va parler pour construire cette allocation d'actifs cible. La mienne, je l'ai construite en fait en 2018. C'est-à-dire que j'ai pris un an de ma vie, j'ai investi, je sais plus, je crois que c'était 5 000 euros à peu près à l'école, et j'ai passé un an en fait à obtenir le diplôme de conseiller en gestion de patrimoine. C'était une époque en fait où je me suis dit, bah tiens, tout ce qui est investissement financier, transmission du patrimoine, il y avait plein de choses en fait dans le côté financier patrimoine que je connaissais pas et donc j'ai payé une école pour aller apprendre ça, éventuellement plus tard exercer le métier, mais je t'expliquerai pourquoi finalement je l'exerce pas. En tout cas, ça a pris du temps, ça m'a pris du temps de formation et après ça m'a pris du temps de réflexion. La première étape, quand tu veux construire ton allocation d'actifs, c'est de faire une photo de ce qui existe, hein. C'est un petit peu ce que j'ai publié dans la première vidéo de cette série. C'était d'analyser mon patrimoine, d'accord, et puis éventuellement les revenus, puisque forcément, le patrimoine, il se crée à partir des revenus, donc c'est intéressant d'analyser ça. Ensuite, c'est de comprendre comment fonctionnent les actifs, d'accord, parce qu'un actif, c'est une propriété qui peut ou pas rapporter de l'argent, qui comporte des risques, d'accord. Donc les 5 actifs, on a la monnaie, d'accord, donc le cash, on a l'immobilier, on a les obligations, donc les dettes d'entreprise ou d'État, on a tout ce qui est les actions, donc des parts de propriété d'entreprise, et après on a tout ce qui est métaux précieux, l'or, l'argent, etc. Pour chaque classe d'actifs, d'accord, parce que moi j'ai vu à l'école, mais après je me suis informé aussi à côté, et il faut comprendre les principes. L'immobilier, pourquoi ça rapporte, qu'est-ce qui marche, entre le locatif, la résidence principale, les CPI, les machins. Le rendement, combien ça rapporte, une résidence principale, est-ce que ça rapporte autant qu'une SCPI ou qu'un investissement locatif, voilà, on regarde le rendement, pourquoi est-ce que ça rapporte de l'argent, principalement parce que il y a des risques en face, d'accord? C'est-à-dire que quand tu investis dans l'immobilier, le risque que tu prends, c'est de prendre un crédit et donc potentiellement de ne pas le rembourser. C'est des risques parce que il peut y avoir un crack immobilier. Voilà, il se passe plein de trucs. Tu peux avoir des risques d'impayés, des risques de travaux. Enfin bref, actif par actif. C'est intéressant de comprendre d'où vient la valeur de l'actif, d'accord? Qu'est-ce qui fait que ça rapporte et quels sont les risques qu'il y a en face, d'accord? Et on se rend compte que d'un actif à l'autre, les moteurs de rendement sont pas les mêmes. D'accord, ça joue pas sur les mêmes leviers économiques et que les risques qu'il y a en fait sont pas les mêmes non plus. Donc il y a des actifs qui vont traverser certains aléas. Par exemple, là en ce moment il y a de l'inflation.
eh bien, les actifs qui traversent bien l'inflation sont l'immobilier et l'or. Par contre, bah, effectivement, en théorie, les actions, ça traverse mal, mais bon, pour l'instant, les marchés actions tiennent encore. Enfin voilà, donc il y a des choses en fait qui ont été étudiées. Il y a énormément de recherches académiques qui ont été faites par des chercheurs, donc voilà, des gens très sérieux, très scientifiques en fait, qui ont été étudiés toutes ces choses-là. Ensuite, une fois qu'on a compris tout ça, il faut les répartir en fonction de ta personnalité, de tes revenus, de là où tu habites, ton âge, enfin bref, il faut choisir en fonction de tout ça pour te dire, bah voilà, moi je vise tant d'immobilier dans le patrimoine, tant d'actifs professionnels, tant de financiers, tant de monnaie, voilà, en fonction de critères, on va dire, à la fois objectif, mais aussi parfois un petit peu d'émotionnel, parce que bah, effectivement, si tu es plutôt rassuré à avoir, moi je sais pas, 5 ans de revenus sur un compte en banque peu rémunéré, bah, si c'est ça qui te convient à toi, bah, pourquoi pas, tu vois, mais il faut que tu fasses la part, on va dire, entre ce qui est objectif, ce qui est normal, et ce qui relève de l'émotion. Par rapport à ça, une fois que tu as fait ton allocation d'actifs, on peut passer ça au peigne en fait des crises qui se sont passées et des risques qui peuvent advenir, c'est-à-dire que tu te dis bah voilà, là est-ce que mon patrimoine il est capable de traverser en fait un petit peu tout ce qui peut se passer d'un point de vue économique, est-ce que bah, ce que je vais perdre d'un côté je peux le gagner de l'autre si il y a une décorrélation en fait entre les risques par rapport aux actifs, et ça vient par une diversité en fait, la détention des 5 types d'actifs. Une fois qu'on a fait ça, il faut continuer à le piloter parce que bah, c'est bien beau que ce soit construit, mais si tu as un plan et qu'il est juste sur une feuille de papier, ça vaut pas grand chose, d'accord? Il faut le faire rentrer dans la matière, il faut comment ça dire, le matérialiser, une fois qu'il est conçu, il faut vraiment l'appliquer. Donc bah, on voit comment est-ce qu'on l'applique et puis on l'équilibre, c'est-à-dire qu'avec le temps, si on a une cible qui est, moi je sais pas, à 10 ans, tu veux 15% d'actifs financiers dans ton patrimoine et qu'aujourd'hui tu es à 8, bah, il faut bien faire les calculs pour te dire, bah tiens, comment est-ce que je passe de 8 à 15, quelle somme d'argent ça requiert pour pouvoir arriver à mon allocation d'actifs cible, d'accord? Et puis bah forcément il faut voilà, arriver à cet équilibre-là. C'est pas forcément facile, mais je vais te donner une des méthodes avec laquelle je fonctionne. Petit article avant de te montrer la méthode DCA. Qui est arrivé dans mes flux d'alerte. C'était sur le salon, je crois, Patrimonia, qui a lieu à Lyon, qui est un salon qui est dédié aux professionnels de la gestion de patrimoine, donc les conseillers en gestion de patrimoine. Et puis, il y a quelqu'un, en fait, dans les allées, qui a dit certains d'eux doivent raser les murs, à cause notamment des revalorisations des SCPI, où il y a certaines SCPI qui ont été très très bien vendues par les conseillers en gestion de patrimoine, qui sont pris des grosses claques, c'est-à-dire que bah, des revalos à moins 11, moins 14 et moins 17%, notamment chez Amundi. Donc voilà, voilà, les clients peuvent être un petit peu mécontents. Après voilà, c'est que temporaire, hein, mais ça m'a rappelé une histoire. Notamment quand j'étais à l'école des conseillers en gestion de patrimoine, sur la partie financière, comment on faisait pour l'allocation d'actifs sur la bourse. Il y avait un professionnel en fait qui nous racontait que un de ses collègues avait un client entrepreneur qui avait vendu sa boîte, et donc il y avait, je sais plus, peut-être plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs milliers d'euros à investir en bourse. Il l'avait fait, d'accord, il avait investi pour le client en 2 fois, il avait fait moitié, voilà, je sais pas, 1 an ou 1 an et demi d'intervalle. Et après, crack boursier, et le client attaque l'employeur du conseiller en gestion de patrimoine pour bah, défaut de conseil, parce que bah, forcément il avait tout investi en bourse et puis ça s'est cassé la figure, quoi. Et en fait, il n'y a pas eu l'employeur et le conseiller en gestion de patrimoine n'ont pas été condamnés parce que en fait il y avait eu un investissement en 2 fois. C'est-à-dire qu'il n'avait pas misé tout d'un coup, il y avait une logique de diversification et que tous les papiers étant remplis, que les investissements correspondaient en fait au profil de l'entrepreneur qui avait vendu sa boîte, et ben en fait le conseiller lui avait bien fait son boulot et que bah, il pouvait pas prédire forcément le crack boursier, donc il n'y avait pas eu de condamnation pour ça. Donc ça c'est une petite anecdote, tu vois, qu'on m'avait racontée et que voilà, je te parle. Et d'autres choses qui me sont venues à l'esprit là, cette semaine quand j'ai vu ça, c'est qu'en fait, je suis pas conseiller en gestion de patrimoine, enfin j'exerce pas, parce que je trouve que le business model de ce métier-là, c'est du conseil gratuit,
D'accord? Pour les clients, on ne fait pas payer les clients pour faire leur allocation d'actifs, pour sélectionner avec eux les produits, etc. On les fait pas payer pour ça. Les conseillers en gestion de patrimoine, en fait, ils sont rémunérés sur les produits qu'ils vendent par les gens qui ont conçu les produits. Tu vends du Pinot, enfin du Flo, Pinot. Tu vends du Flo, du Pinel, tu vends du programme neuf en LMNP ou de la maison de retraite, les gens qui te rémunèrent c'est pas ton client, d'accord, qui achète le bien immobilier, c'est le promoteur immobilier qui te rémunère. D'accord. Donc forcément, il y a un conflit d'intérêts parce que toi, à la limite, ton client, il réussisse ou pas, qu'il fasse un bon investissement, t'en fous, t'es rémunéré direct. Pareil, quand tu vends des produits financiers, et ben en fait, tu prends une partie sur les encours et une partie de la rémunération sur les droits d'entrée. Les droits d'entrée, je veux dire, aujourd'hui, des droits d'entrée sur des assurances vie en ligne, c'est zéro, quoi. C'est-à-dire que tu mets 100, t'investis 100, alors que quand tu vas chez des AXA ou d'autres compagnies, tu payes peut-être 3,5-4% de droits d'entrée, quoi. C'est-à-dire que tu mets 100, en fait, t'investis que 96, et ça, il faut 1 an, 2 ans de revenus pour revenir à 100, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que les intérêts des conseillers en gestion de patrimoine ne sont pas bien alignés avec ceux de leurs clients. Voilà, c'est une aparté personnelle. Ce que je voulais te montrer comme outil que j'utilise, alors c'est pas le seul, hein, mais il y en a un que j'aime bien, et j'utilise 6 ou 7 fois par an, tu vas comprendre pourquoi. C'est un outil en fait qui me permet de partir de mon existant pour aller vers mon allocation cible de patrimoine, d'accord? Et tu as vu que dans mon patrimoine, moi, ce qui est la part un petit peu faible, on va dire, c'est la part du financier, c'est-à-dire la part notamment sur les produits actions. Et donc, comment est-ce que je fais pour arriver de la photo d'aujourd'hui, où je sais plus, j'ai peut-être 8% de mon patrimoine net en actions, à mon objectif? Eh bien, j'utilise la méthode du dollar coach averaging. Ça veut dire quoi? En anglais, c'est le coût de dollar pondéré, d'accord? La moyenne du coût en dollars. C'est quoi? C'est une méthode mathématique pour investir sur les marchés boursiers. D'accord? Moi, je l'utilise aussi pour les garages, parce que forcément, ce qui marche dans le financier, ça peut aussi marcher dans l'immobilier, il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, par exemple, je t'ai fait un petit graphique avec un cours d'une action ou d'un produit financier quelconque. En l'occurrence, voilà, j'ai mis un ETF, donc ça, peu importe. On est sur un an, donc de janvier à décembre. Une moyenne, tu vois, qui varie autour de 30 euros, avec des hauts, des bas, voilà, on fait ça. Le dollar coach averaging, c'est-à-dire qu'on va choisir, pour arriver à notre allocation cible, une somme qu'on va investir de manière régulière. On peut l'investir, je sais pas moi, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 semaines. Voilà, moi je suis plutôt sur une base en ce moment à tous les 2 mois. Comment j'ai choisi ça? Parce que il y a des frais quand tu fais des transactions pour acheter en fait les produits financiers. Donc du coup j'ai regardé ce qui m'allait bien, les frais les plus intéressants, et donc en fonction de ça, j'ai choisi ma tranche d'investissement, mon timing, ma périodicité. Là, j'ai choisi une périodicité de tous les 2 mois. Donc on va investir 300 euros tous les 2 mois. Là, en janvier, le cours est à 30, donc on achète 10 unités. 2 mois plus tard, au mois de mars, le cours il est à 40, on achète 7,5 unités. En mai, c'est revenu à 30, on achète 10. En juillet, ça a baissé, on en achète 15. En septembre, on en achète que 12. Et puis en novembre, on est revenu à 30, donc on en achète 10. D'accord? Ce qui fait que, en fait, on a quelque chose qui est lissé. On n'a pas investi 1800 euros en janvier à 30 euros, et puis hop, on a regardé, et puis on réinvestit en janvier. Non. Là, l'idée, en fait, avec cette méthode-là, c'est de lisser le risque. Et donc, les 1800 euros, donc 3 fois 300 euros, eh bien, on les a investis dans 64,5 parts, et le prix moyen, c'est pas 30 euros, c'est 27,9 euros en moyenne. D'accord? Donc là, bon, c'est un exemple totalement fictif, hein, ça aurait pu donner autre chose. Mais cette méthode-là, en fait, du dollar cost averaging, il a plusieurs bénéfices pour toi. C'est que, ça lisse le risque dans le temps. Hein, c'est exactement ce que je racontais avec l'histoire du conseiller en gestion de patrimoine qui avait investi en 2 fois les sommes qui provenaient de la vente de l'entreprise de son client, et qui, grâce à ça, en fait, a pu dire qu'il n'avait pas fait n'importe quoi, et que, en fait, il avait pondéré son risque parce qu'il n'avait pas investi tout en une fois. Parce que si tu investis tout en une fois sur un marché qui est très haut comme en ce moment, si le marché il met 10 ans à se casser la figure et qu'il perd, je sais pas, la moitié de sa valeur,
tu un petit peu dégoûté, quoi. Alors que si tu investis au fur et à mesure, eh bien, tu réduis ton risque dans le temps. Ça a aussi le mérite de respecter les lois du commerce. Et la loi du commerce, c'est d'acheter quand c'est pas cher et de vendre quand c'est cher. Donc là, quand les marchés sont chers comme en ce moment, eh ben, on achète peu de parts parce que bah, effectivement, quand tu as 300 € à investir tous les 2 mois, et bah, il y a un moment, tu regardes le prix de marché, tu fais une division, puis tu regardes ce que tu peux acheter. Alors que, bah, effectivement, quand le cours est très bas, et ben, tu achètes plus d'actions, plus de parts. Donc, il y a un moment, tu as forcément un nivellement du coût d'achat qui fait que tu achètes moins cher que le coût d'achat moyen. Donc, forcément, on respecte les lois du commerce, et ça, c'est toujours bon, on va dire, pour la gestion de son patrimoine. Ça a aussi le mérite d'investir l'épargne au fur et à mesure qu'elle se crée, parce que en fonction de le point de départ dont tu as ton allocation d'actifs vers ton allocation d'actifs cible, et ben tu sais que toi, dans tes flux de revenus, régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, en fait, tu as une capacité d'épargne qui se dégage, et donc c'est cette capacité d'épargne, tout ou partie, que tu choisis d'investir sur des produits financiers ou des produits immobiliers, parce que ce que je t'ai raconté là pour les produits financiers, je fais exactement la même chose avec les garages, hein. C'est-à-dire que quand les prix sont hauts, bah, je suis beaucoup plus sélectif, j'ai tendance à moins acheter des lots plus petits. Par contre, quand les prix sont bas et qu'il y a du rendement et que c'est pas cher, là par contre j'en achète beaucoup. D'accord? Donc il y a un moment, c'est exactement ça qu'il faut faire et je pense que c'est très très sain d'un point de vue commercial et investisseur. On a aussi l'avantage d'une approche qui est passive et automatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de surveiller les marchés, etc. Non, on a une alerte sur son téléphone, la mienne la dernière c'était le 1er octobre. Alerte, bah voilà, il faut que j'achète mes actions habituelles, tout ton fichier d'allocation d'actifs, tu te connectes sur ton courtier, t'achètes, et puis tu remets à jour ton tableau, et terminé, quoi. Éventuellement, tu jettes un coup d'œil sur ton tableau d'allocation d'actifs, mais c'est pas toutes les semaines, hein, c'est tous les 2 mois, donc c'est assez passif, c'est automatique, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose où tu l'as fait, tu l'as décidé, tu as construit ton allocation d'actifs, donc tu sais combien il faut que tu investisses pour arriver à ton objectif. Tu l'appliques, quoi. Point barre, tu pilotes et c'est tout. Donc l'avantage, c'est que les émotions qui peuvent être bonnes conseillères, mais qui peuvent aussi être mauvaises conseillères, et dans ce sens-là, destructrices de valeur, d'argent, parce que bah, effectivement, on a tendance à s'enflammer quand les marchés montent, bah, on voit tous les moutons qui se dirigent sur acheter du bitcoin ou de l'immobilier ou du financier, parce que bah, les prix sont en train d'exploser, alors qu'ils sont juste en train d'acheter au plus cher, juste avant l'éclatement d'une bulle. D'accord? Donc il y a un moment, il faut raison garder, et le dollar cost averaging, ça te permet exactement de faire ça, quoi. C'est-à-dire de ne pas t'enflammer, de ne pas acheter trop quand c'est très cher, mais d'acheter vraiment pas cher d'acheter plus, voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis ça a aussi le mérite de t'obliger à avoir une allocation d'actifs qui est précise, parce qu'il y a un moment, si tu sais pas où tu vas, si tu sais pas où t'en es, comment est-ce que tu peux appliquer cette méthode-là si tu sais pas? D'accord? Donc il y a un moment, tout ça, ça fait partie d'une cohérence. Voilà. Si par exemple ton allocation d'actifs nette, idéal c'est ça, c'est-à-dire un tiers d'immobilier, enfin un quart d'immobilier, un quart d'épargne, un quart d'obligation, un quart d'action, bah il y a un moment, tu regardes d'où tu es là, et puis tu regardes où est-ce que tu vas et combien d'argent il faut que tu investisses dans l'immobilier. Si tu as plus d'épargne, bah effectivement, c'est réduire ta part d'épargne pour la diriger vers autre chose. Enfin voilà, ça se pilote tout ça. Si c'est un sujet qui t'intéresse, bah écoute, n'hésite pas en tout cas à me le dire sous la vidéo. Si tu as des questions sur les différentes choses qu'on a vues, que ce soit les études de l'INSEE, voilà, sur les produits financiers, la méthode du dollar cost averaging, sous la vidéo, il y a un espace commentaire, c'est fait pour ça, je te répondrai avec plaisir. Et puis je t'invite à guetter la prochaine vidéo, où on reparlera de ce sujet-là, mais on intégrera, on va dire, tout ce qui est risque, d'accord? Donc les risques se manifestent principalement lors des crises, donc les risques, bah, ça peut être les risques d'inflation, les risques de faillite, enfin bon, il y a plein de choses qui peuvent se passer, et donc je t'invite à regarder cette vidéo qui paraîtra d'ici quelques jours. Je te dis à très bientôt, et puis si tu as aimé mon travail, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à partager la vidéo, c'est des choses que l'algorithme de YouTube prend en compte, et donc ça m'aide dans mon travail beaucoup. Allez, je te souhaite une bonne journée, et à très bientôt.